Bienvenue à tous dans ce nouveau débrief. Pour ce nouveau numéro, aujourd'hui, nous allons parler du secteur agricole africain. Dans la première partie, nous allons nous intéresser à la recherche agricole, aux investissements ainsi qu'aux recherches, comme je vous l'ai dit, dans le secteur pour booster ce secteur dans le continent. Et dans la seconde partie, nous allons nous intéresser à cette volonté du président Macky Sall de faire du Sénégal le grenier de l'Afrique de l'Ouest. Et pour cela, je suis avec mes invités. Il s'agit de Seydina Ousmane Sène. Il est le chargé de programme de l'initiative prospective agricole et rurale. Merci, M. Sène. Merci, Aminata, pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir sur Médian TV Afrique. C'est moi. Voilà, avec lui également, nous sommes avec M. Babacar Sène, journaliste et également secrétaire général du REJAC. Tout à fait, Aminata. Merci également pour cette invitation. Sur un plateau qui parle des questions agricoles pour lesquelles nous centrons toutes nos activités en matière d'investigation, d'information agricole, halieutique et pastorale à travers le réseau REJAC. Justement, parlez-nous un peu de votre organisation. Le réseau REJAC, c'est donc le réseau des journalistes associés aux questions agricoles, pastorales et halieutiques qui intègrent l'agriculture au grand A du terme. Donc, qui résulte d'une volonté de journalistes communicants professionnels qui travaillent sur ces questions afin de se regrouper pour unir, mettre en synergie les actions et mutualiser les moyens afin d'investiguer le secteur agricole au grand sens du terme. Donc, ce sont des journalistes de radio, également de télévision, de la presse écrite, et également des médias sociaux et des communicants traditionnels et des radios communautaires. Donc partout au Sénégal, nous sommes une trentaine de journalistes qui travaillent et au niveau national et au niveau des régions où nous avons des correspondants au niveau local. Donc notre méthodologie de travail consiste à aller sur le terrain, travailler objectivement avec les acteurs, notamment les producteurs, et également les autorités, les ONG, la société civile, les partenaires au développement, pour que l'information agricole et rurale au niveau de ces différents secteurs puisse être perçue comme un intrant aujourd'hui qui puisse éveiller et participer au développement économique et social du secteur agricole pour lequel vraiment nous centrons toutes nos activités. Sur le travail sur le terrain, nous allons justement y revenir, mais avant tout, je le disais tantôt, Seydina, vous êtes le chargé de programme à l'IPAR. Qu'est-ce que c'est que l'IPAR? L'IPAR fait partie d'un réseau de think tank ouest-africain et IPAR est un des leaders dans la sous-région. Comme think tank. Et il part à 10 ans maintenant. Et si vous me permettez bien, Aminata, de passage, je remercie le directeur général Cheikh Omar Ba, qui devait être là aujourd'hui, mais qui a aussi la confiance aux jeunes dans la structure, aussi bien que le directeur de recherche Ibrahim Hadj, pour permettre aux jeunes maintenant de participer à la construction de ce pays, et ensuite la construction des débats qui pourraient aider maintenant les décideurs à vraiment prendre la bonne décision. IPAR est l'un des think tank leaders dans la sous-région, qui est indépendant et qui s'active dans la recherche. Mais la recherche est action. Et nos thématiques varient de l'agriculture avec grand A, du foncier, de la migration, de l'assainissement, de la sécurité alimentaire et ensuite du changement climatique. Et parlons même de la sécurité alimentaire par ailleurs. Je vais poser la première question. Que pensez-vous du continent africain qui possède aujourd'hui 65% des terres arabes non cultivées du monde et qui continue quand même à importer de quoi se nourrir? C'est une très grande question et ça inquiète et ça persiste. Et nous l'avons vu pour le cas du Sénégal, par exemple. Aujourd'hui, jusqu'à présent, on parle, par exemple, de sécurité alimentaire. Mais pour moi, il y a trois choses qu'il faut régler d'abord et que les États doivent comprendre. C'est que dans un État, il y a trois secteurs qui sont primordiaux qu'il faut toujours protéger et il ne faut jamais les politiser. Ça, je le disais bien, c'est la santé. 2, c'est la sécurité nationale. Et 3, c'est l'agriculture. Voilà les trois moyens pour moi, lesquels, si j'en ajoute un quatrième, c'est le sport. C'est des secteurs pour moi clés qui font qu'une nation pour résister à des chocs dans ce monde que nous avons observé, où par exemple aujourd'hui c'est la guerre du leadership. Pour moi, c'est des secteurs qu'il faut vraiment soutenir et ensuite promouvoir. Maintenant, quand on parle de la question de la sécurité alimentaire, c'est une question réelle parce qu'une nation qui ne peut pas
nourrir sa population ne va pas aller loin. J'attaque tout simplement rapidement ses effets sur la santé, ses effets aussi sur la sécurité nationale et ses effets sur la santé et le sport. Mais qu'est-ce qui pourrait réellement expliquer ce fait? Parce que 65% quand même, c'est un grand pourcentage. C'est un grand pourcentage, mais quand vous regardez le cas du Sénégal, nous avons par exemple une population, une économie caractérisée par 65% ou 70% de petites agriculteurs familiales. Notre système d'économie est complètement dépendant de ce secteur agricole. Parce que 65% ou 70% sont en milieu rural, mais 65%, 70% aussi de la population pratique cette forme d'agriculture qui est tributaire aux variations pluviométriques, le climat et ses aléas. Et aujourd'hui, maintenant, si le seul facteur pour la productivité et ensuite renforcer la qualité, c'est les intrants, et les intrants, parfois, ça fait des fous, forcément, on fait face à une situation de crise qui persiste et qui, in fine, va affecter tous les autres secteurs de l'économie. Alors que l'agriculture devait être le poumon de notre économie. Alors, Babacar Sène, qu'en pensez-vous? Oui, je remercie Seydina Ousmane dans le cas de la sécurité alimentaire dont il a évoqué. Vous savez que nous saluons cette transversalité de la communication aujourd'hui sur tous les secteurs, notamment sur le secteur de la sécurité alimentaire sur lequel EPAR travaille avec Seydina, pour dire que nous partageons en tant que journalistes et communicants ces informations qui nous permettent d'éveiller, de participer à l'éveil de conscience, de participer à informer, juste éveiller les bonnes pratiques qui se mènent aussi bien chez nous qu'ailleurs et essayer de les partager pour que ce soit utile aux populations, pour que ce soit utile également à la société civile agricole et rurale et pour que ce soit utile pour la prise de décision au niveau de ces autorités. Mais vous qui êtes sur le terrain, dites-moi un peu, quelles sont les difficultés auxquelles font face ce secteur? Les difficultés face au sous-secteur de la sécurité alimentaire, c'est également, notamment comme Seydina vient de l'évoquer, la maîtrise de l'eau aujourd'hui et les effets, l'impact des effets des changements climatiques aujourd'hui dont nous faisons face. Si l'irrigation reste une réponse dans les autres pays, pourquoi pas aussi au Sénégal que l'irrigation soit une réponse objective par rapport au développement agricole qui sous-tend aujourd'hui la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire a des impacts aussi bien sur l'éducation, la santé et également sur la malnutrition. Donc c'est un secteur aujourd'hui sur lequel le focus doit être mis pour au moins assurer la nourriture, se nourrir et nourrir de ce que nous produisons et produire ce qui nous nourrit, je crois, doit être un leitmotiv aujourd'hui opérationnel pour les populations africaines. Qui aujourd'hui a également les terres, a également les bras, a également le soleil et d'autres énergies qui peuvent impulser un développement réel. Et vous qui faites des recherches, dites-moi un peu, quelles sont les différentes cultures pratiquées dans la région, surtout l'Afrique subsaharienne? Bon, l'Afrique subsaharienne, c'est des cultures variées, mais pour le cas du Sénégal que je connais plus, par exemple, quand vous regardez, par exemple, notre système de production, nous avions le mil qui est peut-être actuellement dépassé par un peu la production de riz. Nous avons le mil, le niébé, le maïs, le sorgho. Maintenant, quand vous regardez maintenant au niveau des régions, ces cultures varient maintenant en fonction des régions, que tu sois dans la vallée, que tu sois dans le delta, ou bien par exemple dans le bassin arachidier comme l'arachide. Maintenant, quand vous regardez la situation de la sécurité alimentaire, cette année-ci, dans nos études, quand on s'est rendu compte que, par exemple, la contribution même de l'agriculture dans le PIB national, nous nous sommes rendus compte que de 2000 à 2016, la contribution de l'agriculture dans le PIB national qui détermine la richesse de notre nation, c'est de 3,2%. Maintenant, quand vous prenez, par exemple, cette agriculture, vous prenez ça maintenant par filière, comme vous le dites, maintenant, soit c'est le mil, soit c'est le sorgho, soit c'est le maïs, et soit, par exemple, c'est le niébé, vous voyez, par exemple, la volatilité de ce secteur impacte aussi beaucoup plus significativement dans le PIB que vous le prenez, par exemple, globalement en moyenne, comme sa contribution de 3,2. Pour vous dire que, par exemple, les aléas climatiques et les difficultés d'accès à l'irrigation et le financement qui affectent aujourd'hui le secteur affectent bien notre recherche et notre croissance. Et les infrastructures, comment vous les voyez? Vous jugez suffisant les infrastructures? Oui, je crois que ça aussi, il faut saluer le déclic amené par les autorités aujourd'hui qui placent l'agriculture comme moteur de développement aujourd'hui dans notre pays. Depuis l'avènement de cette alternance, nous sentons un déclic, également un sentiment d'éveil, également voué à l'agriculture et une affirmation réelle du développement agricole qui sous-tend aujourd'hui notre économie. Par exemple, je vais parler du plan Sénégal émergent,
dont le volet opérationnel agricole, c'est le PRACAS, qui est dans une phase déterminante d'évolution pour développer l'agriculture 1. Mais côté et également, en phase 2, également, ils ont développé des infrastructures qui permettent d'abord également d'aménager, de beaucoup aménager, et de beaucoup tracter l'eau vers les aménagements et également d'impulser des intrants agricoles adaptés à nos systèmes de culture, adaptés également au changement climatique, parce que ce sont des variétés à cycle court des fois, dans des zones écogéographiques du pays. Vous savez que le Sénégal est divisé en zones écographiques par rapport au système de culture pratiqué dans ces zones, notamment au niveau du bassin arachidier qui s'étend du centre vers le sud-est, également au centre vers le nord, une partie du nord, et également au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, où l'eau est également une ressource aujourd'hui d'une importance capitale dans l'agriculture. Donc les infrastructures doivent également répondre aux soucis de multiplicateurs et également qui agrègent tous les éléments d'ensemble pour développer l'agriculture en termes de production, en termes également de productivité et en termes de rendement agricole par rapport aux surfaces, par rapport à la qualité des intrants et également par rapport à l'environnement qui soutient le marché agricole, la commercialisation, la conservation, le stockage, la mise en marché des produits, la qualité des produits. Donc c'est tout cela agrégé qui détermine un développement harmonieux de l'agriculture au niveau du Sénégal. Et également, ça existe dans d'autres pays, si on parle de l'Afrique. Beaucoup de pays ont pratiqué ce système pour développer leur agriculture. Notamment une affirmation, un glissement du Mali, du Burkina Faso, également au niveau du Maroc, où également un grand canal a été installé pour drainer toute l'eau également et rayonner au niveau des champs pour développer les systèmes d'exploitation agricole qui aujourd'hui nourrissent toutes les populations. Voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas, surtout la pluviométrie et également l'énergie aussi qui s'y associe. Ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas. Il y a beaucoup de déficits, mais le secteur agricole, selon la Banque africaine de développement, constitue l'avenir même de ce continent-là. Mais pensez-vous que nos dirigeants sont assez outillés pour mettre des politiques bien élaborées pour faire avancer ce secteur-là? Oui, tout en levant les écueils. Il y a toujours des écueils en matière de développement, surtout dans nos États africains, notamment la formation. Il y a également le barrage linguistique. Il y a également cette donnée de maîtrise d'eau. Si on dépend de la pluviométrie, vraiment, c'est pas ça. Une agriculture qui dépend de la pluviométrie est également restreinte. Si on a l'eau en abondance et que l'eau est acheminée là où elle doit aller avec des systèmes de production et des choix opérationnels aujourd'hui, je sais que l'Afrique a du potentiel aujourd'hui pour nourrir ses populations également et produire pour se nourrir et se nourrir pour produire. Et si le système est bon et si tous les systèmes classiques sont partis de là, dans les autres pays internationaux, dans les autres pays, il s'agit des continents européens, Amérique, asiatique, je crois que l'agriculture a été un focus essentiel dans le développement de leur pays et en matière de nourriture, de sécurité alimentaire et également d'autosuffisance. Ils sont parvenus à le parfaire à travers des stratégies mises en place et opérationnelles qui répondent aux soucis des populations et des autorités sur qui on axe toutes les interventions. Je crois que c'est possible aussi au Sénégal. Nous avons, comme je l'ai dit, tout le potentiel est là. Et nous saluons vraiment toutes les stratégies mises en place par le ministère de l'Agriculture du Sénégal qui, à travers des politiques ardues, également participatives et inclusives, associe tout un chacun à la réflexion pour porter l'agriculture au changement, pour métamorphoser, révolutionner, amener un plus à l'agriculture pour qu'elle soit aujourd'hui productive également, pour qu'elle soit compétitive également, une agriculture de qualité qui réponde aux soucis d'alimentation, aux soucis de malnutrition, aux soucis économiques, qui génère des revenus pour que l'agriculteur aujourd'hui sénégalais, l'agriculteur soit un métier. Il faut que l'agriculture soit un métier pour l'agriculteur et que l'argent de l'agriculture revienne aux agriculteurs. Mais pour cela, il faut bien sûr investir dans le secteur, n'est-ce pas? Bien sûr, il faut investir. Il y a un investissement qui pose parfois problème. Il faut investir dans le secteur, mais il faut maîtriser le secteur. Parce que pour moi, quelque chose que l'on ne peut pas contrôler, on ne peut pas le maîtriser. Et quand on ne peut pas le maîtriser, on ne peut pas le mesurer. Et nous sommes en train maintenant de voir, depuis 1960 jusqu'à présent, pourquoi on est à ce stade.
Je veux dire quoi? Je veux dire, par exemple, quand mon ami Babacar Sène a souligné, par exemple, la maîtrise du marché, des infrastructures, du cadre institutionnel, de la production, il fait allusion à les chaînes de valeur complètes. Ces chaînes de valeur-là, s'ils ne sont pas bien maîtrisées et complétées, forcément, vous allez voir maintenant des manquements dans le développement du secteur agricole. Parce que pour moi, je dis que les bonnes politiques peuvent ne pas être la source de toutes les solutions, mais les mauvaises politiques sont toujours la source du mal. Surtout. Et pour moi, quand on dit maintenant la source du mal, ça dit que quand on dit politique, il faut avoir la bonne information. Et l'information basée sur des évidences pour pouvoir avoir des leviers qui te permettront d'agir pour intervenir. Parce que le rôle de l'État, c'est ça, en fait. Réintervenir. Le cultivateur, je ne vous coupe pas, il décrit assez souvent cette situation avec le manque de soutien financier, surtout pour maintenir leur production agricole. Ça, je salue, comme mon ami Babacar Sène l'a dit, ça dit que le processus de développement est un processus parfois lent. Parfois même, je dis que les populations sont en avance sur ceux qui nous gouvernent parce que nous voyons l'avenir très proche à l'échelle individuelle. Ça se comprend parce que quand vous voyez, par exemple, les participants, ceux qui dirigent le jeu de l'économie, c'est les ménages, c'est le secteur privé et ensuite, c'est les politiques. Maintenant, c'est toute une chaîne. Maintenant, nous, on est ensemble autour d'une table pour régler des problèmes et à des niveaux différents avec des moyens différents. C'est vrai que maintenant, quand par exemple, les agriculteurs, eux qui sentent par exemple les racines du mal, sont plus proches de la situation, eux ils parlent et ils te disent la réalité. Maintenant, comment agir avec les ressources limitées que nos États ont pour bien faire? Et je pense qu'aujourd'hui, autour d'une politique concertée comme par exemple un programme de développement national qui est le PSE et les activités qui sont en train d'être menées par secteur, comme j'ai eu à travailler avec les secteurs, je pense qu'on est sur la bonne voie. Parce qu'aujourd'hui, il est rare de voir par exemple un ministère qui travaille en silo. Les gens travaillent en concertation et ensuite les rapports de diagnostic sont validés dans l'ensemble au niveau des secteurs. Et je pense que ça, c'est un processus qui est inclusif, participatoire et ensuite qui donne les éléments nécessaires à ces acteurs-là pour pouvoir agir. Parce que sinon, on continue à faire du pilotage à vue et pour moi, le pilotage à vue doit s'arrêter. Et la réglementation du marché dans tout ça, est-elle avantageuse ou non? La réglementation du marché, on ne peut pas dire de facto qu'elle est avantageuse, qu'elle n'est pas avantageuse. Parce que quand on dit réglementation, les acteurs dans le marché sont dynamiques. Cette réglementation aussi doit s'adapter parce qu'elle est dynamique. Maintenant, la réglementation parfois a un rôle à jouer, par exemple sur la protection de cette chaîne de valeur. Par exemple, aujourd'hui, vous ouvrez par exemple le marché avec des petits producteurs qui n'ont pas les moyens et que le marché existe et est là, la demande elle est là. Rien n'empêche dans un monde globalisé que par exemple le Maroc puisse entrer par exemple avec ses produits de vente. Maintenant, c'est à l'État de voir maintenant comment organiser cette filière ou cette interprofession pour qu'il puisse exister et ensuite maintenant faire valoir ses produits à un prix peut-être qui pourrait satisfaire son existence et sa demande. Ça, c'est des jeux que l'État peut faire, mais basés sur des évidences avec un contrôle d'information qui lui permettrait de savoir quand il faut agir, parce que c'est des systèmes qui sont dynamiques. Tout est une question d'organisation, mais vous déjà, vous l'avez dit, vous êtes sur le terrain, vous savez la réalité, tout ce qui s'y passe. Quelle bonne politique selon vous pour l'épanouissement du secteur agricole? Oui, nous saluons la démarche, je vous l'ai dit tantôt, nous sommes sur le chemin. Difficile, c'était le chemin, mais plein d'embûches et autres. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a une affirmation aujourd'hui si on est en éclaireur sur le terrain. Avec la mise en place d'une organisation interprofessionnelle et également la mise en place des chaînes de valeur. Et tout cela participe à mieux organiser les producteurs, les paysans, comme tu l'as dit, parce qu'il y a des différentes strates également qui définissent producteurs, paysans et agriculteurs, et à tous les niveaux. Donc, il y a une affirmation aujourd'hui qui les organise en termes de regroupement, en termes d'acteurs avec des chaînes de valeur, avec tout ce que la comporte comme cohorte également, opérateurs, les opérateurs d'intrants, les opérateurs également, les banques, le financement, le marché, la conservation, le stockage, et tout cela c'est une chaîne logique et chacun doit être champion sur cette chaîne-là. C'est seulement avec un bon investissement, un bon environnement agricole, de travail, et également d'impulsion de revenus qui entretient l'agriculteur. C'est ça que je crois qui va forger, qui va faire développer l'agriculture et également l'agriculteur. Et vous qui parlez d'agriculture même, crée-t-elle suffisamment d'emplois, surtout dans le monde rural? Ah non, c'est une niche importante d'emplois et de génération de revenus en milieu rural. Et même impulser le développement, le milieu urbain. Tous ces gens qui gravitent autour de Dakar, ils sont issus du milieu rural.
Et quand, comme notre agriculture est soumise au rythme saisonnier, de 4 mois, 3 mois, quand ils cultivent, après ils reviennent à Dakar, après 9 mois, ils repartent. Mais tout cela également, c'est un système qui va également qui va s'inverser parce que également l'agriculture aujourd'hui nourrit. Si l'agriculture nourrit, on va plus parler d'exode rural, mais on va parler d'exode urbain, parce que l'acquisition des terres, la facilité des intrants agricoles. Quand on parle intrants, c'est les semences, c'est les engrais, c'est tout le paquet technologique qui accompagne les cultures, qui accompagne les paysans. La facilité d'avoir un financement, la facilité d'avoir un environnement de marché, la facilité également d'avoir où garder pour la conservation, où garder pour le stockage, comment vendre et comment négocier. Je crois qu'on arrivera à ce type d'agriculture. On dira que vraiment l'agriculture aujourd'hui nourrit et l'agriculture est porteur d'emploi aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien également qu'on le place comme niche importante dans le plan Sénégal émergent aujourd'hui, avec son bras opérationnel aujourd'hui qui est le PRACAS, qui est en sa phase 2. Aujourd'hui, nous voyons un façonnement de jeunes qui s'investissent en milieu rural. Il faut, comme je le dis toujours, que l'agriculture soit attractive. Pour qu'elle soit attractive et qu'elle soit dans un environnement qui plaise aux jeunes, qui plaise également à cette demande d'emploi, qui répond à l'énergie, comme vous l'avez dit tout de suite, parce que l'énergie coûte cher et aussi bien ça pose des problèmes au niveau urbain, mais en milieu rural, nous avons l'énergie verte. Nous avons l'énergie renouvelable, nous avons la source essentielle qui est le soleil, nous avons les vents, éoliennes et solaires. Tout cela agrégé fera du milieu rural un milieu attractif où les jeunes pourront s'y installer et gagner, générer des revenus, développer leur emploi, également y rester. Tout à l'heure, vous avez parlé de technologie. On parle beaucoup de développement agricole associé au développement industriel. Mais vous, déjà, en tant qu'économiste, quels sont les moteurs de croissance agricole? Bon, comme on l'a dit tout à l'heure, les moteurs de croissance, quand vous prenez par exemple les moteurs de notre économie nationale, c'est l'agriculture, bien entendu. Maintenant, quand vous regardez à l'intérieur du secteur agricole, par exemple aujourd'hui, vous voyez par exemple l'horticulture se démarque au Sénégal et a fait une contribution significative dans la formation du PIB et la contribution de l'agriculture en général. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans le secteur horticole, il y a eu par exemple des aménagements politiques, stratégiques en termes d'investissement qui aujourd'hui ont fait que par exemple les produits horticoles commencent à quitter le Sénégal et atterrir dans le marché mondial avec des plus-values. Par exemple, la dernière fois quand j'ai entendu que par exemple aujourd'hui on arrive par exemple à transporter ou bien exporter des fleurs dans la sous-région un peu partout en Europe, ça c'est des acquis comme mon cher l'a dit. Il y a des efforts qui sont là, il y a une volonté réelle de propulser ce secteur qui est aussi important pour le Sénégal, mais aussi dans tous les pays d'Afrique. Et je pense que si on continue dans cette lancée, informer les décisions basées sur la recherche et les évidences, et avoir la volonté d'y investir, et de ensuite montrer aux jeunes que c'est un métier comme tous les autres métiers. Et avant de terminer cette première partie, parler quand même du non-respect de certains pays africains à la déclaration de Maputo de consacrer 10% quand même de leur budget à l'agriculture. Ça aussi, c'est une question très, très sensible et très difficile parce que nous, par exemple, à l'échelle de la recherche, on ne peut pas dire exactement que si les pays se sont mis dans la tâche pour respecter cette loi, mais ce serait par exemple quelque chose qui aiderait aussi le secteur. Parce que vous voyez dans tous les secteurs, mais il faut comprendre que nos États aussi n'ont pas les moyens. Nous sommes dans des États qui aujourd'hui ont une dépendance totale vis-à-vis de l'aide étrangère et qui dépendent aussi du marché mondial qui reçoit les prix directement sans pour autant avoir par exemple une représentation globale sur le marché du monde. Mais je pense que c'est des volontés affirmées qui montrent que les chefs d'État africains ont compris maintenant que le secteur a besoin d'investissement et ils feront les efforts maintenant pour respecter cela. Mais je pense que si cela se réalise, ça va vraiment propulser le domaine. Partagez-vous les arguments? Ça m'amène également à partager une anecdote. Et quand, lors de vote du budget du ministère de l'Agriculture, qui est passé plus de 200 à 300 milliards d'euros, mais je dis que quand j'ai calculé par rapport à Maputo, ma curiosité journalistique m'avait permis de voir, mais bon, on dit 10% consacré à la part contributive de l'agriculture au budget national. J'ai dit que donc le Sénégal est en plus surplus de ça, on a dépassé. Et quand j'ai discuté avec les autorités, il m'a dit que oui, mais un économiste m'a dit que non, Babacar, la croissance n'est pas arithmétique. Alors, donc, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent.
un secteur, bon, agriculture, oui, mais l'horticulture, bien, l'autre, oui, l'autre, oui. Et surtout, tout cela agrégé qui vont former peut-être les 10% pour que l'agriculture, au moins, ait une part contributive de 10%, une part attribuée à l'agriculture, 10% des budgets nationaux. Mais je sais que le Sénégal est vraiment en bonne voie parce que j'étais là en son temps. Je crois que j'ai un œil également d'expérience qui me permet de juger aujourd'hui l'évolution agricole du Sénégal. Parce que quand on a une quinzaine d'années dans un secteur, toutes les politiques m'ont trouvé ici, des PNA jusqu'à aujourd'hui, Sénégal émergent. Je crois qu'on est en mesure aujourd'hui de porter un jugement de valeur sur l'évolution agricole dans nos pays et également dans les autres pays. Bon, très rapidement, peut-être un dernier mot, surtout cette volonté du Sénégal de faire, de cette volonté plutôt du président Macky Sall de faire du Sénégal le grenier de l'Afrique de l'Ouest. Cette volonté-là, c'est une volonté qui est... Est-ce possible déjà? Moi, je crois, je suis très optimiste et je dis que rien n'est impossible. Si on a les outils et la volonté et les éléments, et on est endurant, rien n'est impossible pour moi. Et j'ai bien vu que dans la mise en œuvre même du PSE, que c'est un engagement réel, volontiers qui est là, décliné par le président de la République, mais aussi que nous, en tant qu'institution de recherche conçue et que nous intéresse. Dans la deuxième phase du PSE, le programme déroulé pour regarder au niveau des collectivités territoriales l'existant et ensuite de cartographier, par exemple, l'existant, cela vraiment démontre d'une volonté. C'est la première fois qu'au Sénégal aujourd'hui que la structure mandatée de collecter et de vulgariser les données comme l'ANSD s'est dotée de moyens pour recenser tout ce qui est entreprise agricole au Sénégal. C'est pour avoir vraiment une reconnaissance et une maîtrise de ce secteur pour pouvoir maintenant déterminer les besoins et les demandes et ensuite orienter ce secteur vers le développement. Nous sommes au terme de cette première partie. Un grand merci à nos invités. On se retrouve dans quelques instants pour la suite du débrief. Et voilà, votre débrief se poursuit et pour la seconde partie, nous sommes avec Younous Sambalo, coordonnateur national du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, le P2RS, n'est-ce pas? Oui, merci. Donc, bonjour Aminata. Effectivement, il s'agit du P2RS, qui est un programme multinational sous initiative des pays membres du SILS, dont le Sénégal. Et ce programme est actuellement exécuté au niveau de 7 pays membres donc, du SILS. Et pour le Sénégal, donc, en fait, c'est un programme qui est conçu pour être déroulé sur 20 ans avec des séquences de projets de 5 ans. Et nous avons donc démarré nos activités vers fin 2015. Bon, avant de revenir au sujet dont on parlait tout à l'heure concernant cette volonté du président Macky Sall de faire du Sénégal le grenier de l'Afrique de l'Ouest, j'aimerais bien que vous reveniez un peu sur les projets concernant votre structure. Voilà, donc les projets, en fait, concernant en tout cas ce programme, je le rappelle et je le précise, c'est sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Le programme, en fait, intervient dans 6 régions du Sénégal. Et dans ces 6 régions, le programme comporte en fait 3 composantes. Il y a une première composante qu'on appelle la composante infrastructure hydro-agricole, pastorale, aquacole, donc qui sont réalisées. Il y a une deuxième composante qu'on appelle renforcement de capacité et développement des chaînes de valeur et une autre composante qui s'appelle gestion du projet. Donc, dans ce cadre, le programme, comme vous le savez, comme il s'agit en fait de renforcer la résilience des populations face au changement climatique, ce renforcement passe surtout par un renforcement d'abord de leur capacité en termes de patrimoine, mais aussi de leur capacité en termes de connaissances et ensuite de leur capacité en termes vraiment d'avoir. Donc c'est sur des piliers que le programme agit au niveau donc de ses bénéficiaires. Et là, à ce propos, il y a beaucoup d'infrastructures, en tout cas qui sont prévues dans le cadre de ce projet. Vous savez, quand vous devez renforcer les capacités de production agricole des producteurs, il ne faut pas uniquement s'attendre, baser votre production sur la pluie. Il faut également la baser en faisant recours en tout cas à une maîtrise de l'eau,
vraiment en maîtrisant l'eau dans certains endroits pour permettre à ces populations, aussi bien en hivernage qu'en saison sèche, de pouvoir produire des céréales, produire donc des cultures, en tout cas du maraîchage, pour pouvoir améliorer leur valeur nutritionnelle, mais également leur permettre, sur la base de ces infrastructures, d'avoir en tout cas du bétail, ça aussi c'est un peu important, et également de pouvoir produire du poisson. Ça également, c'est un autre aspect important, et de pouvoir aussi transformer les produits forestiers non ligneux. Donc, tout à l'heure, vous me parlez de production, et avec le sujet concernant l'insécurité alimentaire dont on parle, pensez-vous que le Sénégal, déjà par rapport à sa position géographique, sommes-nous à l'abri avec cette volonté du chef de l'État? Serait-il possible? Oui, en fait, peut-être dire que nous sommes à l'abri, c'est un peu trop, parce que justement, quand on parle de résilience, la résilience, c'est justement pouvoir faire face à tout choc qui pourrait provenir un peu de l'extérieur. Et ces chocs, c'est des aspects parfois que nous ne maîtrisons pas à 100%. Par exemple, s'il y a un déficit pluviométrique, ben voilà un risque qui est là. Ce déficit pluviométrique, il faut toujours, surtout, apprendre à faire face à ce genre donc, de choc. Alors, au Sénégal, nous avons quand même un potentiel important. Le potentiel est important en termes d'eau, en termes de terre, en termes de ressources humaines, voilà, et nous avons aussi certaines infrastructures un peu qui sont quand même essentielles pour pouvoir faciliter la commercialisation. Donc, nous avons en fait un peu les outils, nous avons le patrimoine pour pouvoir en tout cas être capable de faire face à ces chocs. Alors donc ça, sur ce plan-là, je pense que c'est ça un peu l'objectif du plan Sénégal émergent. Quand on parle de plan Sénégal émergent, c'est de pouvoir justement être capable de transformer la structure, de façon structurelle, cette économie rurale. Et ça, je pense qu'on a mis en place en tout cas des mécanismes pour le faire. Et le bras technique, le volet technique agricole de ce PSE, c'est justement le PRACAS. Et dans ce PRACAS-là, quand vous étudiez et vous le lisez, vous verrez très bien et de façon très claire, de façon très méthodique, comment l'État compte en tout cas mettre en œuvre ces activités, comment l'État compte s'organiser pour pouvoir à terme assurer cette sécurité alimentaire des populations et ensuite assurer en tout cas des revenus conséquents aux bénéficiaires, aux populations rurales. Parce qu'in fine, c'est ça qui est l'aspect le plus important. Le PRACAS, qui, je le rappelle, est un programme mis en place pour l'accélération du développement de l'agriculture au Sénégal. Mais si on parle de manière globale concernant, parce que vous n'intervenez pas seulement au Sénégal, c'est toute une zone, la zone sahélienne. Déjà, vous l'avez dit vous-même, ces chocs, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Et notamment, quand on parle de Sahel, on pense automatiquement à la pluviométrie qui n'est pas assez suffisante. Mais en dehors de cela, quelles sont les politiques durables que nos États doivent mettre en place justement pour s'en sortir? Alors, je pense qu'au-delà de ces chocs, les politiques que nous devons mettre en place, c'est des politiques un peu basées, à mon avis, sur une approche chaîne de valeur. Ça, moi, ça me semble important. Vous savez, quand on prend une filière quelconque, le riz, on en parle beaucoup au Sénégal, c'est de voir, pour cette production de riz, en fait, c'est toute une chaîne qui est là pour pouvoir aboutir, en tout cas, au riz que nous consommons donc à la maison. Et cette chaîne-là, c'est différents maillons. Et donc, il faut agir sur tous ces maillons. La politique aujourd'hui que l'État est en train de mettre en place, justement, c'est de pouvoir, en tout cas, maîtriser tous les maillons de cette chaîne de valeur. Et maîtriser ces maillons, c'est parlant de la pluviométrie, c'est encourager et mettre en place des politiques de maîtrise de l'eau très claires. Et ça, sur ce plan-là, je pense que nous sommes sur la voie avec les aménagements en cours, aussi bien au niveau de la zone du fleuve, traditionnellement connue pour l'irrigation, mais aujourd'hui aussi, même au niveau du bassin arachidier, vous savez, on a plusieurs bas-fonds qui étaient là à l'époque
productifs, mais qui se sont soit ensablés, qui sont parfois même ont disparu à cause donc de la sécheresse. Aujourd'hui, nous sommes en train, à travers ces projets, le PDRS et d'autres projets que l'État met en œuvre, de voir un peu comment revaloriser, en tout cas régénérer un tout petit peu ces zones de bas-fond ou de vallée. Ça, c'est un premier axe, la maîtrise de l'eau. Ensuite, l'autre axe un peu qui me semble important, c'est quand les changements climatiques, pour y faire face, il faut également réfléchir sur des variétés. Vraiment adaptées, qui vous permettent de vous adapter beaucoup plus facilement, soit à cycle court, ou bien des variétés que vous pouvez utiliser dans des zones hors, d'ailleurs, vallées ou hors bas-fond, mais vraiment sur des plateaux. Et là, à ce niveau-là, la politique de la recherche de l'État joue un rôle extrêmement important. Comment faire en sorte que vous puissiez, vraiment que les chercheurs réfléchissent et travaillent. Et il n'y a pas très longtemps, on a reçu l'information comme quoi l'ISRA, par exemple, l'Institut sénégalais de recherche agricole, a mis en œuvre, a trouvé en tout cas une variété de 58 jours pour le riz. Ce qui est extraordinaire. C'est en moins de 2 mois, vous avez votre production de riz dans des zones vraiment aussi qui ne sont pas nécessairement des zones vraiment inondables. Ça, c'est aussi un autre axe, la politique de la recherche. L'autre axe également aussi, c'est vraiment le renforcement des capacités des producteurs. Cela nous semble important. Les producteurs doivent être formés, doivent être renforcés pour pouvoir s'adapter, faire face à ces changements climatiques. Ça, c'est un autre axe vraiment important. D'ailleurs, tous ces axes que vous pouvez retrouver dans le PRACAS. L'autre élément également, il est bon de produire beaucoup, mais l'aspect le plus important aussi, c'est de pouvoir transformer. Et rendre accessible cette production aux populations. Surtout cet accès aux populations, ça pose problème assez souvent. Voilà, ça pose problème assez souvent. C'est parfois d'abord nous produisons dans des endroits où, qui peuvent être éloignés d'abord, des zones où il y a un déficit. Il faut régler le problème de transport. Voilà, déjà le problème d'infrastructure se repose. Le problème d'infrastructure se pose réellement. Et là, à ce niveau-là, je pense que vous savez, la politique de l'État, c'est un ensemble qui est cohérent. Et aujourd'hui, avec la politique de l'État consistant à construire des pistes de production qui doivent normalement relier les grands axes goudronner, etc. Ça, c'est une très bonne politique pour pouvoir donc assurer l'écoulement de cette production. C'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne. Donc, c'est la transformation. On produit, il faut transformer tout ce qui a été produit. Et ensuite, il faut transporter cela au niveau des différents centres urbains ou des populations, des zones où la production fait défaut. Donc, et même par rapport à cette production qui fait défaut, si on revient au milieu rural, on parle souvent de plutôt diversification, surtout des récoltes, qui constitue un sérieux problème du côté des agriculteurs. Bon, qu'est-ce qu'il faudra faire pour résoudre ce problème selon vous? Bon, la diversification, je pense, c'est un aspect important parce que pour l'agriculture familiale, vous savez que vous ne pouvez pas que produire du riz parce que vous ne consommez pas que du riz. Vous avez besoin vraiment d'aliments, de protéines d'origine animale. Vous avez besoin vraiment d'autres types d'aliments pour pouvoir améliorer votre nutrition. Donc cela est important. Je pense qu'à ce niveau-là, la diversification permet à ces petits producteurs d'abord de mieux se sécuriser. Au cas où, on ne sait jamais, il y a un déficit notoire, plus ou moins en tout cas de la pluviométrie. Vous pouvez, en lieu et place par exemple du riz, vous adapter par rapport à la situation pour produire peut-être du sorgho, pour produire du maraîchage, faire du maraîchage, pour faire autre chose. La diversification permet à ces producteurs, en tout cas qui
œuvrent dans le cadre de l'agriculture familiale, vraiment de mieux se sécuriser et aussi d'améliorer sur le plan nutritionnel leurs aliments. Je pense que ça c'est important et à ce niveau-là, l'État, jusqu'à tout cas sur le terrain, nous sommes tout le temps sur le terrain et nous nous rendons compte que réellement l'agriculteur c'est un tout. Un agriculteur, qu'il soit de la vallée du fleuve Sénégal, qu'il soit de la Casamance ou du bassin arachidier, dans sa démarche, c'est une entreprise qui est là, une petite entreprise, mais en fait qui embrasse beaucoup de choses pour mieux se sécuriser, qui fait de l'élevage, qui fait de l'arboriculture, qui fait du maraîchage, qui fait de l'agriculture avec les céréales sèches, bref, qui fait tout. C'est tout un ensemble. Donc, et pour cela, il faut surtout une bonne politique. Parce que si on veut aspirer à être un grenier au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est vrai au Sénégal, le fort, c'est l'arachide, on peut le dire, et récemment, la production de riz qui avance à grands pas, on peut le dire. Mais cela ne se limite pas qu'à ces deux aspects. Tout à fait. Tout à fait. En fait, je pense que cet aspect, cet élément est important. La diversification de l'agriculture dans nos pays africains, surtout au niveau de l'agriculture familiale, je pense que c'est un aspect que nous ne pouvons pas ignorer et c'est un aspect aussi extrêmement important. Et à ce niveau-là, chaque année, nous savons que l'État, en tout cas, appuie et accompagne les producteurs sur toutes les filières, par la fourniture d'intrants, de semences vraiment adaptées et de semences relatives, en tout cas, à ces espèces céréalières, mais également à d'autres types de cultures. Je pense qu'à ce niveau-là, l'État est conscient de cela. Alors, maintenant, cette diversification également doit s'accompagner véritablement de la promotion de filières fortes. C'est important. Aujourd'hui, nous savons qu'au Sénégal, le riz, c'est un problème. Il faut tout faire pour, à terme, en tout cas, être autosuffisant. C'est ça la politique de l'État, qui est une politique... Voilà, et qui est un objectif très noble. Je pense que ça... rien que, en tout cas, si on arrive à atteindre cette autosuffisance en riz, déjà pour le Sénégal, c'est une très grande victoire. Mais, à part le riz également, on sait que le Sénégal a des atouts dans le domaine, en tout cas, de l'horticulture. C'est un élément important. L'horticulture, je pense que nous avons un potentiel que beaucoup de pays n'ont pas. Beaucoup de pays n'ont pas. Lequel, par exemple? Bon, d'abord, c'est notre climat. C'est important, le climat dans l'horticulture au niveau de la zone des Niayes. Tout le monde sait que c'est quand même une zone de production extrêmement importante. Donc, il y a le climat. Nous pouvons produire des espèces de façon satisfaisante avec de très bons rendements au moment où, en Europe ou ailleurs, les conditions ne le permettent pas. En plein hiver, etc. Donc, nous pouvons pendant cette période-là, produire et bien produire. Ça, c'est un atout pour le Sénégal. L'autre atout également, nous avons de l'eau. Ça, c'est extrêmement important. De l'eau de surface, mais également beaucoup d'eau souterraine. Et ça, c'est des éléments qui peuvent nous permettre vraiment aussi de booster notre production maraîchère. L'autre élément aussi, l'autre aspect, quoi qu'on dise aussi, nous avons des ressources humaines, nous avons une expertise. Ces producteurs maraîchers qui sont au niveau des Niayes, leur expertise, on néglige souvent cela, mais c'est une très bonne expertise. Maintenant aussi, en plus de cela, vous savez, par rapport à notre position géographique, nous sommes à la pointe de l'Afrique, nous sommes pas loin des États de l'Amérique, nous ne sommes pas aussi très loin de l'Europe. Et notre position géographique fait que aussi nous pouvons produire, mais également vendre très facilement par le fret aérien, par le fret maritime et même par la voie terrestre, pour pouvoir donc écouler notre produit. Ça, c'est des atouts. Et pour cela aussi, bon, c'est vrai que ce sont des atouts, mais il y a aussi les conditions. Est-ce qu'elles sont favorables? Oui, les conditions maintenant, à part donc ce potentiel qui est là, ces conditions qui sont là, vraiment qu'on peut appeler des conditions favorables, il faut maintenant créer, renforcer et continuer de mener cette politique justement de production pour avoir les meilleurs rendements.
les meilleurs rendements, donc continuer de conduire cette politique, mais également il faut continuer à œuvrer dans le sens de faciliter en tout cas cette commercialisation par, disons, le désenclavement des zones, de ces zones de production. Il faut continuer à créer des infrastructures de stockage, surtout de stockage également, et de conditionnement, de conservation, pour pouvoir donc également vendre au moment les plus opportuns. Donc tout ça, il faut renforcer en somme tout ce qui est infrastructure devant accompagner justement ces productions. Je pense que ça, à ce niveau-là, les efforts donc, sont en train d'être faits, mais il faut encore les renforcer. Il y a la problématique de l'accès aux terres qui se pose aussi assez souvent. Oui, la problématique de l'accès aux terres, effectivement, qui se pose souvent. Mais moi, à mon sens, c'est pas parfois autant qu'on ne le pense. Vous savez, pour effectivement, si nous voulons, parce que l'agriculture, s'il y a deux acteurs qui sont là, et chacun doit un peu se retrouver dans ce schéma. Il y a les petits producteurs à travers l'agriculture familiale, mais il y a aussi les gros producteurs. Il y a l'agrobusiness et tout ça. Et ça, quand pour les petits producteurs, le plus souvent, ce problème foncier n'est pas aussi aigu. Par contre, parfois, si on se tourne vers l'agrobusiness, c'est-à-dire ceux vraiment qui se lancent dans une agriculture de plus grande envergure, et effectivement, obtenir des terres d'un seul tenant, 1000 hectares, 2000 hectares, ça peut poser effectivement problème. Mais souvent, c'est des négociations. Ceux qui ont réussi en tout cas à le faire, d'après, en tout cas moi, ce que j'ai vu sur le terrain, c'est des négociations entre les collectivités territoriales et ensuite le promoteur. Et souvent, c'est des négociations qui arrivent donc, qui aboutissent à des consensus et qui permettent à chacun vraiment de tirer son épingle du jeu. Voilà. Comme vous le dites, vous êtes assez souvent sur le terrain et il faut aussi parler du fait que les pertes post-récolte sont assez nombreuses. Oui, les pertes post-récolte sont nombreuses, ça c'est vrai. Et on les observe surtout avec les céréales. Ça, c'est les céréales. Certaines études vous diront que voilà, les pertes post-récolte peuvent aller jusqu'à 30% de la production. Et à ce niveau, je pense que d'abord, c'est un problème de formation aux producteurs pour surtout savoir à quel moment récolter, bien récolter. Ça serait un vrai manque à gagner. Voilà, bien récolter d'abord, c'est quelque chose d'important. Et ensuite, une fois qu'on a bien récolté, il faut justement aussi conserver et bien conserver. Ça aussi, c'est un autre élément très important. Et ensuite, il faudra bien transformer, bien conditionner. Et si ces conditions donc sont réunies, les pertes post-récolte sont en tout cas réduites de façon substantielle. C'est un élément important et sur lequel il faut agir, à mon avis. Et nous, dans le cadre de nos programmes comme le PDRS, justement, parmi nos activités, il y a des activités liées justement à la réduction des pertes post-récolte. Il y a une étude même que nous avons lancée très récemment et pour pouvoir un peu mettre à jour un peu ce niveau, les niveaux de pertes post-récolte au niveau sur certaines filières telles que le riz et voilà, le maïs. Et le dernier point, avant de nous quitter, l'agriculture qui est un secteur moteur de l'économie sénégalaise. Quelle devrait être sa place selon vous dans le plan Sénégal émergent? C'est vrai qu'elle est déjà importante puisque le chef de l'État lui-même l'a rappelé, mais quelle devrait être sa vraie place selon vous dans le plan Sénégal émergent? Sa vraie place aujourd'hui, elle est déjà, parce qu'aujourd'hui, vous savez, récemment... Elle peut être plus. Plus, voilà. Parce que récemment, vous savez, quand on a le taux de croissance donc, que nous avons obtenu au Sénégal, tout le monde reconnaît que ce taux surtout a été tiré par les résultats que nous avons obtenus dans le domaine de l'agriculture. Bon, et nous pouvons aller beaucoup plus loin. Mais c'est tout un travail, c'est tout un cheminement. On ne peut pas changer du tic au tac en un temps record. On peut tous les paramètres de façon... Voilà, c'est un travail de longue haleine en matière de
comme je le disais tout à l'heure, de mise en place d'infrastructures. C'est un travail de longue haleine en matière de formation. C'est un travail aussi de longue haleine en matière de recherche. Et ensuite, voilà, tout cela peut en tout cas contribuer à pratiquement doubler ce que nous sommes en train de faire. Et cela, c'est à notre portée encore une fois. Parce que pour toutes les variétés que nous avons une marge de manœuvre extraordinaire en termes de rendement. Le riz, comme vous le savez, par exemple, au niveau du bassin arachidier, on vous dira 2 tonnes 500, 3 tonnes à l'hectare. Au niveau du fleuve, on va jusqu'à des pics de 8 tonnes. Mais au niveau du bassin arachidier, on peut arriver à doubler ce rendement. Et donc, mais cela est quand même lié à encore un travail important que le ministère de l'Agriculture est en train d'abattre actuellement. Ça, j'en suis vraiment témoin. Je pense que c'est un schéma, c'est des schémas, c'est des mécanismes qui sont mis en place. Une fois vraiment renforcés, ces mécanismes peuvent nous amener à avoir à davantage faire jouer l'agriculture un rôle encore beaucoup plus important. Espérons en tout cas, parce que déjà le budget du ministère de l'Agriculture est revu à une hausse de 10% déjà, ce qui est une avancée. Et espérons également que nous pourrons atteindre les objectifs, surtout par rapport à la déclaration de Maputo. Absolument. Je pense que c'est... oui, par rapport à la déclaration de Maputo, c'est vrai, c'était 10%, je pense. Oui. Voilà, et c'est 10%. Si on prend le secteur primaire, de façon globale, que ce soit le ministère de l'Agriculture, ministère de l'Élevage, ministère de la Pêche, tous les secteurs primaires réunis, nous dépassons les 10%. Et je pense que dans la déclaration de Maputo, par rapport, en tout cas, d'après ma compréhension, c'est la contribution, en tout cas le montant ou le budget réservé à tous ces secteurs réunis, qui doivent aller donc voilà, être de 10%. Et à ce niveau, je pense qu'on a atteint, mais il faut véritablement aller au-delà de ça. Ça, on est d'accord. Je pense que si quand même on augmente chaque année de façon régulière ce budget réservé à l'agriculture, nous pourrons aller bien au-delà de 10%. Et ce sera une excellente chose. Donc il faudrait dire que ça ne sera pas facile et le chemin est encore long pour que le Sénégal puisse être le grenier de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Bon, mais le grenier de l'Afrique de l'Ouest, moi je préfère peut-être qu'on dise sur certaines filières que nous soyons les meilleurs. Parce que aussi, voilà, déjà pour l'arachide, tout le monde sait que de façon globale, en tout cas au niveau de l'Afrique de l'Ouest, je pense que nous sommes peut-être les meilleurs. Bientôt pour le riz également, avec cette tendance que nous sommes en train de... Nous pouvons, à terme, bientôt être véritablement le grenier de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est à notre portée. Cela sera effectif. C'est à notre portée parce que nous avons le potentiel. Nous avons vraiment le potentiel. Voilà, nous sommes malheureusement au terme de cette deuxième partie. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur national du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, le P2RS. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Ce fut un plaisir de partager le plateau avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est aussi un plaisir pour moi vraiment de venir ici partager ce plateau avec vous et échanger en tout cas avec vous sur des sujets vraiment qui intéressent tout le monde et qui sont très intéressants. Important, je vous remercie. On peut dire. Yeah. Voilà, c'est la fin de ce débrief. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre débrief sur Médian TV Afrique. Merci.